saison exceptionnelle avec un casting d'invités de premier choix. Laurent Wauquiez, Édouard Balladur, Alain Duhamel et Jean-Christophe Cambadélis. Les deux Éric ne sont d'accord sur rien, mais sont prêts à en débattre. Évidemment, ne bougez pas et restez zen. Bonsoir, bienvenue sur Paris Première. On est très content de vous retrouver. Ils sont derrière moi, ils sont d'accord sur rien, mais prêts à débattre de tout. C'est bien sûr Zemmour et Nolo, l'émission qui donne du temps au débat et à la politique. Une émission indispensable et une saison exceptionnelle à venir et des invités qui le seront tout autant pour des débats vifs, passionnants. Allez, Zemmour et Nolo, saison 7, épisode 1, en route pour la première de l'année. Nous reviendrons le temps du match sur ce qui s'est passé cette semaine. Alors, Emmanuel Macron, président des riches, et puis la Catalogne, l'Espagne, mais aussi l'Europe peuvent-elles survivre à la montée des indépendantismes? Il veut être le chef de la droite. Laurent Wauquiez sera notre premier invité de la saison. Le 4 octobre 58 naissait la Ve République. 60 ans après, Édouard Balladur et Alain Duhamel se penchent sur le sort de cette vieille dame digne mais fatiguée. Il a vu de très près sombrer le Titanic du PS et il l'a vu de très près puisqu'il en était le capitaine. Jean-Christophe Cambadélis viendra livrer la chronique d'une débâcle. Et puis, il y aura aussi une petite nouvelle. Sandrine Saroche et sa super semaine et Alba Ventura, bien sûr, qui cette année nous ouvre ses carnets de secrets. Cette semaine, Alba a parlé avec le président Hollande. Quelle sommaire, messieurs! Bonsoir les Éric, bonsoir à tous les deux. Bonsoir, madame. Nous avons plein de téléspectateurs sur Twitter qui nous disent « Mais comment se fait-il que les Éric prennent 17 mois de vacances ?» Est-ce que c'est un hommage au fainéant du président Macron? En tout cas, on est très contents de vous retrouver. Entre vous, pas de séminaire, pas de team building. Non. Vous vous aimez depuis 10 ans, simplement. Oui. Vous n'êtes d'accord sur rien, mais vous êtes prêts à en débattre. Rien n'a changé. Oui, et c'est quand même de plus en plus rare. Voilà. Je rappelle que tout. Parce qu'en général, les gens sont d'accord sur tout, mais ils ne sont pas prêts à en débattre. Exactement. Exactement. C'était le sens de mon. J'avais compris, mais je précise. Je rappelle que vos amis et tous vos ennemis, et vous en avez peu, vous peuvent réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag ZenPP et peuvent maintenant, désormais, c'est une nouveauté de l'année, vous poser des questions. Je serai leur messagère. On l'avait tenté, vous vous souvenez pas, l'année dernière, et puis ça avait pas mal marché. Et du coup, on va faire ça. Allez, les chronomètres sont prêts. Ils sont derrière moi. En avant, calme et droit, comme on dit dans la cavalerie. En équitation. C'est parti pour le match. C'est pour Jean Rochefort que vous dites ça. Ouais. On la connaît, la ritournelle. Elle était déjà apparue en 2007 contre Nicolas Sarkozy. Et cette fois-ci, c'est Emmanuel qui se la prend. Est-ce qu'il est le président des riches ? Ce qu'il faut d'abord rappeler, c'est que l'argent reste un sujet très épineux en France. Alors je suppose qu'Emmanuel Todd dirait que c'est un effet des catholiques zombies. C'est l'inconscient catholique qui continue à régner en France alors qu'il y a de moins en moins de catholiques et de moins en moins de pratiquants. Ce qui est possible d'ailleurs. Mais je crois surtout que cette histoire de président des riches se joue surtout en France au niveau des symboles. Et Emmanuel Macron a perdu la guerre des symboles avec la suppression de l'ISF qui a été presque concomitante à la baisse de l'APL. Donc je pense que c'est plié, il ne pourra plus jamais revenir là-dessus. Oui, parce que l'étiquette lui est accrochée et ce symbole emportera tout. Et il se trouve par ailleurs que ce symbole est étayé par des choses très très concrètes, à savoir que les baisses des prélèvements concernent pour 40% les plus riches, ce qui paraît quand même très très excessif, et que par ailleurs, dans une stratégie de rupture comme ça un peu cash, Emmanuel Macron multiplie, vous y faisiez allusion tout à l'heure, les petites phrases, tantôt c'est les fainéants, tantôt c'est les gens qui foutent le bordel, etc. Donc je pense qu'il ne pourra pas se défaire de cette étiquette, mais je pense que c'est un calcul politique. C'est-à-dire qu'il veut exciter l'opposition la plus extrême, la plus radicale, la France insoumise pour la nommer, de manière à ghettoiser cette opposition et à en faire sa première opposition. Sa seule opposition. Et comme c'est un peu ghettoisé, c'est pas très dangereux pour lui. Tandis que le reste de la France d'en haut, la France qui gagne, va continuer à le suivre. Donc je pense qu'il sera gagnant
politiquement, mais que cette étiquette va lui coller. Sur les chiffres, c'est pas très clair, parce qu'il y avait un rapport de l'OFCE avant l'été qui disait qu'effectivement ça profiterait plutôt aux plus aisés. Oui, mais il y a un seul chiffre qui est clair, du Trésor qui disait c'est que sur non. 10 milliards de baisse des prélèvements, il y en a 40% qui concernent les plus riches, ce qui paraît quand même très étrange, parce que ces riches ne représentent que quelques pourcents de la population. Donc la répartition, elle, est indiscutable, même si les autres chiffres, en effet, sont sujets à caution. Alors, il fédère de Pierre Laurent PCF jusqu'à Michel Sapin en disant c'est pas le président des riches, c'est le président des très très riches, c'est un budget inique. Qu'est-ce que vous en pensez, vous et moi? Écoutez, je pense qu'il faut essayer on va essayer de prendre un peu de hauteur, si j'ose dire. C'est-à-dire que je suis pas en désaccord avec tout ce qu'a dit Nolo, sauf sur la scie habituelle sur les catholiques qui ont le problème avec l'argent, qui est, d'après moi, une connerie monumentale. Vous savez, les banquiers italiens de la Renaissance, ils étaient catholiques, ils avaient aucun problème avec l'argent. Entre la pratique et l'inconscient, non, c'est pas la même chose. Bon, c'est une autre discussion, mais passons. Non, en revanche, Macron, ça a été le candidat de 1. La mondialisation, 2. le candidat de la réconciliation des bourgeoisies de droite et de gauche. À partir du moment où vous êtes le candidat de la mondialisation, de l'ouverture, de l'Europe, du libre-échange, etc., vous ne pouvez pas ne pas être le président des riches. Tout simplement, pour 2 raisons. La première, c'est que la mondialisation, depuis 30 ans, favorise le 1% les plus riches dans chaque pays les plus riches. Et d'ailleurs, on pourrait développer, mais ça favorise aussi le 1% le plus riche dans les pays pauvres. Tout ça au détriment de la classe moyenne des pays riches. C'est le principe même de la mondialisation. On peut être contre, on peut être pour, mais c'est ça la mondialisation. Donc si on a voté pour que le candidat de la mondialisation, on vote pour ça. Et deuxièmement, nous sommes en France le pays qui a le plus, un des pays qui a le plus alourdi ces charges sociales. On en a fait quasiment un système économique. Vous savez qu'on a 1% de la population et 15%, 1% de la population mondiale et 15% des dépenses sociales du monde. C'est inouï. Donc, évidemment que dans un monde ouvert, encore une fois, je ne porte pas de jugement de valeur, mais dans un monde ouvert, avec donc les capitaux qui sont libres d'aller où ils veulent, et la compétitivité entre les entreprises et entre les pays, c'est évident qu'il faut favoriser le 1% et qu'il faut défavoriser, qu'il faut réduire la charge sociale. Tout ça est une évidence. Ou alors, on change de système. On met des frontières, on se ferme. Et c'est exactement ce qu'on n'a pas voulu pendant la présidentielle. Donc on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. C'est pour ça que ce qui m'agace, c'est la réaction médiatique qui, en avril-mai, a porté au nu Macron et qui maintenant l'appelle le candidat des riches. C'est d'une incohérence absolue. Nolo ? L'incohérence, oui, on ne peut que la souligner, puisque en fait, il applique ce qu'il a annoncé. Oui. Il a dit qu'il serait le représentant de la France d'en haut, effectivement, plus précisément... Mais c'est pas qu'il l'a dit, c'est que c'était, t'as bien vu, c'est consubstantiel à son élection. Plus précisément des gagnants de la mondialisation. Voilà. C'est le premier candidat, vraiment, et maintenant le premier président de la mondialisation intégrée. Donc il raisonne à partir de cette mondialisation. En effet, il est cohérent. Après, il y a le fait qu'il a été élu sur la base du dégagisme, et que beaucoup de gens ont voté pour lui pour dégager les autres, et que maintenant ils doivent assumer le programme pour lequel ils l'ont élu. Ça va suivre comme le sparadrap du capitaine Haddock. Si. Ça va le suivre. Mais c'est sûr que ça va le suivre. Mais c'est évident. Mais c'est plié. Mais en même temps c'est fini, remarquez. Donc non, c'est pas ça. Oui, dites-moi. Simplement, ça va être le sparadrap du capitaine Haddock, comme vous dites. Mais n'oubliez pas que sa structure sociale n'est pas la même que celle de Sarkozy. Il est le réconciliateur, je répète, parce que je pense que c'est fondamental, des deux bourgeoisies. Sarkozy, il avait la bourgeoisie de gauche, bobo, contre lui. Je crois que c'est important. D'accord. Merci. Deuxième gong. Allez, c'est l'heure du second match. La Catalogne, elle a la taille de la Normandie, un statut d'autonomie, et s'est lancée la semaine dernière dans ce qu'on pourrait appeler un référendum sauvage pour reprendre son indépendance. Alors, il y a une vraie fausse indépendance hier soir. La question, c'est simple, c'est est-ce que vous craignez la contagion des indépendantismes en Europe ? Il faut d'abord, avant de craindre la contagion, analyser ce qui s'est passé. Évidemment, la Catalogne est
une nation un peu à part. Ils se considèrent comme une nation, ils bénéficient d'un statut d'autonomie. Il y a une histoire très conflictuelle avec l'Espagne qui remonte au franquisme. Mais moi, je crois que c'est pas là où ça se joue. Là où ça se joue, c'est au niveau de la mondialisation. Plus la mondialisation se développe, plus les gens éprouvent un besoin de réenracinement. Les gens veulent être de quelque part. Je trouve ça très normal, je trouve ça très légitime. Je pense qu'il y a eu aussi, en Catalogne, un usage très immodéré du populisme. On a vraiment soufflé sur les braises. On apprend aux Catalans de plus jeune âge qu'ils sont victimes, que c'est un peuple opprimé, alors que c'est tout le contraire. C'est un peuple qui bénéficie, au contraire, de plus de droits que les autres Espagnols, vu leur statut d'autonomie. Et surtout, je pense que l'explication, en fait, la plus fondamentale pour moi, c'est qu'on assiste, en ce moment, ça fait longtemps que c'est commencé, à une extension infinie des droits individuels et collectifs. Pourquoi je veux être indépendant? Parce que j'y ai droit. C'est l'extension indéfinie du droit. Donc, ces trois éléments du cocktail peuvent se retrouver en effet dans d'autres régions. Ils sont d'ailleurs très présents. Je pense surtout à ce qui se passe en Flandre, par exemple, mais ça peut se passer ailleurs. L'Italie du Nord. J'ai vu à l'Italie du Nord. J'ai vu que pour commenter la situation catalane, on invitait des indépendantistes corses qui se frottent les mains et qui évidemment avancent couvert, mais enfin qui se frottent les mains. Donc, je pense que comme on retrouve un peu partout les trois éléments de ce cocktail, oui, je pense qu'il peut y avoir contagion parce que les mêmes causes produiront les mêmes effets. l'Écosse, etc. On peut jouer la division jusqu'à l'infini. Ouais. Est-ce que c'est le signe de l'importance du leadership dans l'histoire? C'est-à-dire que le gouvernement espagnol a été dans un légalisme étriqué, refuse de négocier et contre des indépendantistes un peu inconscients? Non. Ah bon? Pas du tout, je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Ni légalisme étriqué, tout à fait normal que l'Espagne fasse appliquer sa loi. D'accord. Et ni indépendantiste, comme vous avez dit, inconscient, ni inconscient. La Catalogne, moi je ne suis pas d'accord avec Nolo, la Catalogne c'est pas du populisme, c'est une vieille nation européenne qui d'ailleurs parle une langue. Une langue et une culture, tu sais, c'était la base de l'unité italienne et de l'unité allemande. Ces pays se sont faits exactement... C'est pas contradictoire avec le populisme. Hein. Ok. Ah oui, d'accord alors. Oui, alors là, je suis d'accord. Et c'est une langue d'ailleurs, j'ai un ami qui m'a appris récemment que c'est même pas une langue ibérique. C'est une langue romane, c'est-à-dire c'est une langue plus proche du français que de l'espagnol. Mais ce qui n'est pas étonnant d'ailleurs, parce que la Catalogne aurait très bien pu être française. D'ailleurs, elle était française sous Napoléon. Ne va pas leur mettre des idées en tête. Mais si, parce que tu sais bien que moi, je veux reconstituer l'Empire de 1810. Oui. Mais tu es très seul dans ça, c'est vrai. Dans cette ambition. Ça, c'est vrai. Mais bon, faut ce qu'on peut. Hein. Bon. Non, sérieusement, ça fait très longtemps que je réfléchis à cette question. J'avais, dans un livre précédent, j'avais évoqué toute cette question des fractures européennes, parce que pour aller vite, parce que on va dire que je prends trop de temps, pour aller vite, je pense que historiquement, nous passons notre temps depuis 20 ans à détruire les constitutions européennes précédentes. Je vais très vite. En 89, le mur de Berlin s'effondre, les deux Europes se réconcilient, on a cassé l'Europe de 45. À partir des années 90, la Yougoslavie se fracture, la Tchécoslovaquie se sépare, on a cassé l'Europe mise en place en 1918. Aujourd'hui, nous sommes, depuis la fin des années 90, en train de détruire l'Europe des États-nations du XVIIe siècle et du XVIIIe siècle et du XIXe siècle. C'est-à-dire la Belgique, qui est une création complètement artificielle, qui va finir par se séparer entre Flandre et Wallon, l'Italie du Nord, qui n'en peut plus de traîner l'Italie du Sud, la Catalogne, etc. Alors, il faut bien comprendre que, là, Nolo a raison, c'est lié aussi à la mondialisation. C'est-à-dire qu'avant, les régions acceptaient une certaine solidarité parce qu'il y avait un marché national qui leur permettait d'écouler leurs produits. À partir du moment où on a un marché européen, voire un marché mondial, on n'a plus besoin de traîner les ploucs derrière soi. Et donc, on n'a plus envie de payer, plouc étant entre guillemets évidemment, on n'a plus envie de payer les impôts pour... voilà. Donc, et c'est d'ailleurs... Je suis étonné. Heureusement que tu devais aller vite. Hein. Comment ? Heureusement que tu devais aller vite. Bon. On aura le même problème avec les régions métropoles. Ah, bonne conclusion. Non, moi ce qui me choque dans cette histoire, c'est que chez beaucoup de commentateurs, je vois qu'ils apposent un signe d'égalité entre le gouvernement central et les indépendantistes, alors qu'il y en a qui appellent au respect de la loi et de la Constitution, ce qui est quand même pas rien, et les autres qui entendent s'asseoir dessus. Je regrette, moi je suis légaliste, et dans cette affaire, je pense que les indépendantistes catalans ont franchi toutes les lignes rouges. Voilà. Ouais.
D'accord, merci messieurs. Oh, bah le gong, dites donc, on enlève le chronomètre et je vous propose donc la nouvelle rubrique, c'est la boîte aux lettres de ZNPP. Et la question, oh, un message. Vous avez vu cette phrase, hein, on est sur l'affaire, on est sur le coup. Si jamais vous vous endormez, c'est bien ça. Ouais, cette semaine, non mais vous n'êtes pas sur les réseaux sociaux, mais ça c'est le signe qu'on a un petit message. Bon, d'accord. Ouais, alors cette semaine, on a pris la question de Magali et c'est une... Ah oui, oui. Les partis traditionnels ont-ils encore une chance à la prochaine présidentielle? Et on a pris cette question parce qu'on s'est dit que ça allait alimenter le débat avec Wauquiez, le débat avec Édouard Balladur et Alain Duhamel, et que ça faisait un petit préambule à nos débats à suivre. Voilà, très rapidement. On va en parler avec Wauquiez. Moi, je pense que les partis traditionnels sont morts. Non. Je pense qu'il peut se passer beaucoup de choses parce que, en effet, l'ancien système s'est effondré, mais je trouve que la poussière s'est pas encore dissipée, ça s'est pas encore figé. Il y a encore des phénomènes de décomposition, de recomposition, et je mettrai pas tous les partis traditionnels dans le même sac. Je pense qu'évidemment le PS c'est très très mal parti. C'est pas la même chose pour les Républicains. Je pense qu'ils peuvent se reconstruire autour de quelque chose. Alors, moi j'aimerais comprendre. Parce que c'est moi qui pose une question à Magali. Le bisou, c'est pour moi, et la tortue, c'est pour Nolo. Ça, sans doute. Et la coccinelle, c'est pour vous. Oui, et la rose. Et la rose, je te laisse les épines. Allez, merci messieurs, c'est maintenant l'heure de notre premier grand invité politique de l'année. Avant de recevoir Laurent Wauquiez, favori pour devenir le patron de la droite, voyez son portrait en quelques chiffres. Ça s'appelle Wauquiez déchiffré et c'est Gaël Atlan qui s'y est collé. Il y a un truc bizarre dans le son là, non? Laurent Wauquiez, nouvel espoir de la droite pour les uns, fossoyeur pour les autres. Le surdiplômé que vous êtes avait un modèle, Nicolas Sarkozy, dont vous louez encore le bilan. Nicolas Sarkozy avait sauvé Alstom. Emmanuel Macron le vend. Et reprenez aujourd'hui ses idées sur le fond et la forme. J'en ai assez qu'on nous demande de nous excuser d'être français. Combien de fois on nous a expliqué qu'il fallait que les Français changent, se renient? À Château-Renard, vous faites votre rentrée, la même où l'ancien président avait lancé sa campagne pour la primaire de la droite. Énergique comme lui, le calme en plus. Prendre les places tranquillement, ensuite on mangera tranquillement. Et puis on partira, pour ceux d'entre vous qui sont vaillants, faire l'ascension du Mézin. Et c'est sereinement à 1753 mètres que vous officialisez votre candidature à la présidence des Républicains. L'épreuve du scrutin, vous connaissez et n'avez connu aucune défaite. Je fais partie des députés qui ont été les mieux réélus de notre famille politique. En 2015, vous prenez la présidence de la région Rhône-Alpes. C'est une très belle victoire. Et même un plébiscite au municipal un an plus tôt. Avec 69,78% des voix dès ce premier tour. Rassembler, c'est beaucoup plus fort que gagner. Pourtant, vous êtes très loin de faire l'unanimité. C'est une erreur de trop nous décaler à droite, d'aller braconner sur les terres du Front National. On ouvrirait un espace au constructif, au modem. Nous sommes la droite, la France et tout, et c'est déjà bien. Au lendemain du premier tour, il a veillé, il était là, à ce que jamais on appelle clairement à voter pour Emmanuel Macron. Il a laissé la possibilité de s'abstenir face à la présence de l'extrême droite au second tour. Deux secondes. Il n'y aura jamais d'alliance avec des élus. Des virages, vous en avez déjà fait? Vous parlez des dérives de l'assistanat et vous dites que c'est le cancer de la société française. Regrettez-vous le mot cancer? Non, absolument pas. Parce que tout simplement, je pense que c'est un mal qui ronge la société française. Des proches, on va en citer deux. Le centriste Jacques Barrot, avec qui vous avez débuté. Puis, on vous a aussi dit conseiller par Patrick Buisson. Des courants différents, mais comme le rappelle l'un de vos soutiens... On gagne avec l'addition, pas avec la soustraction. Alors, un positionnement plus identitaire, plus une expérience du pouvoir local et national, peuvent-ils faire de vous le numéro 1 des Républicains pour 2022 ? Allez, voici Laurent Wauquiez. Bonsoir. Bonsoir Laurent
Alors, on a choisi cette... sortir les lumières d'Alexandrie. Ah oui, il était très aimé. Vous étiez en Égypte. Alors, justement... Vous allez nous faire jeter pané. Justement. Ça marche plus. Mais il a mal fini. Non, non, justement... C'est vrai, il a mal fini. Oui, il a mal fini. Bon. On a choisi cette chanson de Dalida, c'est Mourir sur scène, c'est ça? Je ne sais pas si... Oui, bon, bref. Il est mort illuminé, mais pas sur scène. Oh, putain. On a choisi cette chanson parce qu'en travaillant sur votre cas, sur votre dossier, on s'est rendu compte, on a l'impression qu'il y a quand même beaucoup de gens qui vous détestent. Et alors on s'est demandé si vous saviez pourquoi. Vous savez, ça c'est une règle de la politique. C'est quand vous montez, tous ceux qui voudraient faire... Quand vous montez. Vous montez, d'accord. Pardon. C'est Quand l'oreillette vous montez, il y a tous ceux qui voudraient être à votre place, tous ceux qui voudraient surtout qu'on ne fasse rien, et tous ceux qui n'ont pas de courage qui vous tirent dessus. Après, est-ce que je fais des erreurs? Oui, bien sûr. Est-ce qu'il y a des moments qui sont des moments de maladresse? Oui. Mais j'ai fait un choix, c'est d'essayer de sortir la politique de cette espèce de gloubi-boulga, de filet d'eau tiède, où on cherche juste à dire à chacun ce qu'il a envie d'entendre. Donc il y a des aspérités dans ce que je dis. Il y a parfois des moments où ça frotte, et je l'assume. Parce que je préfère ça. Mais il y a un point aussi sur lequel je voudrais revenir, et qui au fond me fait un peu sourire quand vous mettez cette chanson de Claude François. Claude François était peut-être un chanteur très critiqué par un certain nombre de censeurs, et en réalité extrêmement populaire auprès des Français. Ce choix-là, je l'assume. Mais vous ne pouvez pas tout mettre sur la jalousie. Même si je vous accorde que c'est tout à fait fondé. Quand, par exemple, vous avez commencé avec Jacques Barrot, je sais parce que j'entends ça depuis 10 ans, c'est un des éléments majeurs qu'on vous reproche. Que vous êtes donc aux côtés de Jacques Barrot, que j'ai bien connu, moins bien que vous, mais je l'ai très bien connu, leader centriste, européen, et qui refuse que vous assistiez à son enterrement. Là, tout le monde me dit, Wauquiez, on voit... Juste, pardon, mais... Non, mais j'entends ça depuis des mois. Il y a des fois dans la vie politique, il faut parfois aimer sourire. J'entends beaucoup de sornettes, mais celle-là, elle est pas mal. C'est-à-dire que si je comprends bien, Jacques Barrot mort aurait refusé que j'assiste à son enterrement. C'est ce qu'on m'a dit. Ça, c'est très fort, parce que pour quelqu'un de mort, de prévoir... Non, avant, évidemment. Oui. J'étais à son enterrement. Très bien, oui, vous le dites au moins. J'étais au premier rang. Très bien. Alors, j'étais aux côtés de la famille. Mais je voudrais, à un moment, le laisser de côté pour qu'on prenne un peu de champ, parce que au fond, il y a quelque chose qui est derrière, et quelque chose qui est intéressant. Absolument. Mon parcours, c'est un parcours de libération. Et je l'assume comme tel. J'ai jamais été centriste, mais j'ai succédé à quelqu'un qui était centriste. Je suis un pur produit de ce que sont les belles écoles françaises. Et j'en suis très fier. Mais j'en connais aussi tous les codes. Et je sais aussi la façon dont cette espèce de pensée politiquement correcte est implantée au cœur des élites françaises. Et mon parcours, c'est un parcours de libération progressive par rapport à ça et d'affirmation de ce que je suis et de ce que je porte aujourd'hui. Elle s'est faite au fond pour moi en 3 temps. Le premier d'abord, c'est le choix du terrain, qui a été pour moi très structurant. Avec mon parcours, normalement, j'aurais dû aller dans les cabinets ministériels, sous les plafonds dorés, et ensuite me faire parachuter quelque part. Le choix que j'ai fait, c'est le terrain, c'est la Haute-Loire. Et de me laisser, au fond, transpercer par le réel. Enfin, vous vous êtes planté, parce que Macron a fait le choix inverse et il est président. Peut-être, mais je ne suis pas sûr que ce soit un choix d'avenir, et je ne suis pas sûr que ça permette de redresser la France. Au-dessus du président de la République, il n'y a rien. C'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est pas juste un parcours d'ambition. Mon sujet et ma conviction, c'est qu'on a un pays qui se détricote sous nos yeux. Ça, c'est autre chose. Mon ambition, c'est de le remettre la tête à l'endroit. Être président de la République pour ne rien faire, ça m'intéresse pas. Remettre le pays la tête à l'endroit, ça m'intéresse. Et j'ai fait ce choix, qui est un moment de sortir de ces codes. De pas chercher à plaire. Je cherche pas à plaire aux journalistes, je cherche pas à plaire, et vous n'en êtes pas. Je cherche pas à le plaire, donc je cherche pas à plaire à ceux qui délivrent dans ce pays les brevets de bien-pensance et les bons points. Je cherche à dire ce que je vois. Et je vais prendre 2 exemples qui, pour moi, ont été des moments qui ont été des moments importants de libération. Le premier, c'est le débat sur le RSA. On est au milieu du quinquennat de Nicolas Sarkozy. Jusque-là, mon obsession, c'est député, devenir secrétaire d'État, devenir ministre délégué, devenir ministre, l'échelle de l'ambition du pouvoir. Et tout d'un coup, on a ce débat sur le RSA avec Martin Hirsch, où on fait, je pense, l'inverse de ce pourquoi on avait été élu. C'est-à-dire que c'est un outil de lutte contre la pauvreté, mais c'est pas un outil de retour au travail. J'ai 2 choix. Soit je me tais, je fais le courtisan, soit je prends la parole. Le choix que j'ai fait, c'est de prendre la parole et de m'opposer. Ça m'a coûté cher, et depuis, je n'ai jamais renoncé à ça. Je veux être libre.
Et je veux porter une parole qui soit claire et qui corresponde à mes convictions. Oh, si vous voulez bien, on va revenir. On a du temps pour discuter avec les garçons, mais justement, il n'y a qu'avec les garçons qu'on discute. Mais non, et avec eux aussi, bien sûr. On aurait bien aimé discuter. Alors, vous avez des états de service impressionnants, vous venez de le rappeler. Normal Sup Ulm, premier à la Greg d'histoire, Sciences Po, DEA en droit public, major de l'ENA, promotion Mandela. Donc, vous semblez très bien armé pour répondre à notre QCM, rédigé fiévreusement dans la nuit par Éric Zemmour. Oui, c'est vrai que ces politiques sont des cuistres. C'est 10 ans de politique, ça vous tue tous les euros. Non, pas celui-là, car il est rédigé par Éric Zemmour, je le précise. Voilà, alors, parmi les non-candidats à la présidence des Républicains, quel forfait vous étonne le plus? Xavier Bertrand, Valérie Pécresse, François Baroin ou Nicolas Sarkozy? Les quatre. Ouais, je vais dire non, enfin... Non, Sarkozy. Surtout les deux. Mais pour moi, c'est assez simple. C'est ceux qui ont du talent, ceux qui ont des idées, bah, faut s'engager. Il ne faut pas rester à l'extérieur. Bertrand et Pécresse. Bertrand et Pécresse. François Baroin, on a souvent discuté ensemble. François a fait un autre choix, qui est un choix de se mettre un peu plus en retrait de la vie politique. Nicolas Sarkozy, lui, il a pris une décision qui a été très claire en tirant les conséquences de ce qui s'était passé au moment de l'élection présidentielle. Après, moi, ce que je considère, c'est... J'aime pas en politique ceux qui sont à l'extérieur. Critiquer de l'extérieur, je trouve ça tellement facile. Et donc, je leur dis très simplement, c'est vous avez des compétences, vous avez du talent. Venez l'exercer à l'intérieur. Oui, mais la vraie question, c'est, à propos de Bertrand et de Pécresse, c'est comment vous pouvez prétendre un jour rassembler tous les Français quand vous ne pouvez pas rassembler votre propre camp, puisqu'ils vous sont très allergiques, ce n'est pas les seuls. Il y a des gens qui même laissent entendre que si vous parvenez à la présidence, ils quitteront le parti. On en prend les paris? J'arriverai à rassembler. Ouais, mais comment vous le recevez? Parce que... J'arriverai à rassembler. Après, ce que je regrette, c'est ils veulent contribuer au débat d'idées, mais qui viennent. C'est au fond, et François Baroin le résumait de façon assez claire, dans la vie politique, soit on s'engage dans une élection, soit on se tait. Et le débat d'idées, ils l'ont engagé. Ils disent simplement que la ligne que vous portez est incompatible avec la leur. Donc le débat, il est même tranché. Est-ce que je peux me permettre une question? Pourquoi est-ce qu'ils ne l'engagent pas dans le cadre d'une élection? Pourquoi est-ce qu'ils ont peur du verdict des bénévoles de notre famille politique? Pourquoi, au fond, ça signifie quoi? Ça signifie qu'eux considèrent qu'ils ont raison contre tout le monde, qu'ils ont raison contre l'ensemble des bénévoles de notre famille politique qui ne veulent pas avoir un débat avec ceux qui sont impliqués à l'intérieur de la droite. Nicolas Sarkozy a dit qu'il vous soutenait, mais qu'il ne pouvait pas le dire. Oui, mais vous savez, qu'est-ce que je récupère? On récupère une famille politique en lambeaux. Une droite qui a perdu sa clarté, qui a non seulement déçu, mais qui a été trahie. Il faut tout reconstruire. C'est Musset et le mal d'un enfant du siècle. Vous arrivez sur un paysage en ruine où il faut retrouver l'espoir et l'envie. Et qui en plus a été rongé par les divisions. Est-ce que je vais tout changer en un claquement de doigts? Non. Mais j'ai de l'envie. Et moi, je reste pas spectateur. Vous êtes le candidat de la division, en tout cas, puisque la moitié du parti, disons... Non. Enfin, en tout cas, pas non. Des gens vraiment très importants dans votre organigramme disent, Wauquiez, non. Monsieur Nolot, juste un point. D'abord, je suis très surpris de ce que vous dites. C'est quoi? C'est en fait, ils avaient envie d'y aller, puis finalement, ils n'ont pas eu le courage. Non, ils pensent que vous êtes incompatible, tout simplement. Mais auquel cas, il suffisait d'y aller? Oui. Enfin, on est d'accord ou non? C'est difficile de vous présenter comme un candidat du Rassemblement. Pardon, juste une question. Si jamais vous considérez que vous avez une autre voie incarnée, vous allez à l'élection ou non? Pardon, mais vous ne trouvez pas qu'il y a une incohérence? C'est-à-dire de dire, je ne suis pas d'accord avec lui, mais je ne me présente pas pour incarner quelque chose de différent? J'ai une autre clé d'interprétation. C'est que, au fond, ils sentent bien que le chemin que j'incarne est le chemin qui, à mon avis, est au cœur de la reconstruction de la droite. Et ce que je suis en train de faire, c'est d'essayer de rassembler. D'essayer de faire en sorte de remettre ensemble l'ensemble des composantes de notre famille politique. Monsieur Zemmour ne sera pas d'accord avec moi là-dessus. Justement, je vous attends. Je vous laisse parler, mais je vous attends. D'essayer de faire en sorte qu'une personnalité comme Jean-Claude Gaudin, le maire de Marseille, issu de l'affiliation centriste, puisse me soutenir. Que quelqu'un comme Virginie Calmel, qui correspond à la nouvelle génération, parce que j'essaye d'éviter aussi de regarder dans le rétroviseur. La dernière fois, elle était assise à votre place et nous expliquait qu'il n'y avait d'autres dieux que Juppé et qu'elle était son prophète. Maintenant, il n'y a d'autres dieux que Wauquiez et elle est votre prophète. Aussi, non, mais c'est juste... Non, mais les imbéciles qui changent pas d'avis. Enfin, là, quand même, alors que vous êtes sur deux lignes complètement opposées. J'aime bien la mauvaise foi, mais quand même un peu de limite. Alain Juppé, ça s'est arrêté, là, sauf erreur de ma part. Il n'est plus candidat à la présidentielle. C'est pas la même ligne, c'est ça le... Mais justement, c'est bien ce que je suis en train de vous dire. Vous êtes étonnant. Vous me reprochez à la fois de ne pas rassembler et de rassembler. Oui, je rassemble. Deux, je le fais sur ma colonne vertébrale.
3, est-ce qu'il y a des critiques? Bien sûr. Est-ce qu'il y a des gens qui préféreraient freiner tout ça? Évidemment. Est-ce qu'il y a des tireurs embusqués? Ça m'a pas échappé. Est-ce que ça m'arrête? Non. Parce que ce que je veux, c'est redonner une voix à la droite. Et je vous fiche mon billet que j'y arriverai et que je vais réussir à remettre l'ensemble de la famille politique de la droite derrière. Parce qu'il y a aussi une règle que malheureusement je connais bien. On se revoit dans combien de temps alors? Pour vérifier. Vous me laissez un an. Ok. Et vous verrez que Valérie Pécresse n'aura pas quitté notre famille politique. Mais vous verrez que Valérie Pécresse n'aura pas quitté notre famille politique. Pardonnez-moi, mais vous savez ce que je vais vous dire, puisque on a déjà échangé là-dessus. Votre problème, c'est justement que vous allez réussir. Non, vous je allez t'ai pas, réussir, là, ça devient père, gardez-vous à gauche, père, gardez-vous à droite. Mais c'est une vieille technique qu'on a mise au point il y a longtemps. Et en plus, on est sincère, vous avez compris. Le pire, c'est que ça ne marche que parce qu'on dit vraiment ce qu'on pense. C'est-à-dire que lui, il vous reproche sincèrement de ne pas rassembler, mais moi, je vais vous dire l'inverse. Et je suis sincère aussi. Je pense que le rassemblement à la Sarkozy ou à la Chirac, c'est ça qui a tué la droite. Virez-les, laissez-les partir. Mais je ne rigole pas, Ce sont des poids lourds au sens de boulet. Ils ont tué la droite depuis 30 ans. Vous savez, moi, je suis journaliste politique depuis la fin des années 80. J'ai connu l'affrontement en 1990 entre Charles Pasqua, Philippe Séguin, contre Juppé et Chirac. J'étais plutôt du côté, comme vous le savez, de Pasqua et Séguin. J'ai passé des heures à discuter avec Pasqua et Séguin. J'ai tout compris. Je peux vous dire qu'ils avaient raison sur tout. Et que Juppé, on voit le résultat 30 ans plus tard, a tué la droite. Juppé l'a embourgeoisé, l'a UDFisé, comme disait Charles Pasqua. Il a eu raison sur tout, Pasqua. Et je vais vous dire aujourd'hui, laissez-les partir, ils ne représentent rien. Mais Éric, monsieur Wauquiez, ils ne la représentent présidence pas... de la région avec le centre. Je parle avec Wauquiez, pas avec vous. Bah oui, mais avec le centre, il l'a eu. Mais on s'en fout du centre, il n'y a pas d'électeurs. Vous savez ce que disait Pasqua? Nous apportons les électeurs et le centre apporte les élus. C'est ça votre accord, c'est ça votre rassemblement. C'est un piège à con, Wauquiez. Et je ne rigole pas, C'est un vrai sujet. Hein. Ah bah oui, c'est un vrai sujet. C'est même le sujet central. Merci. D'abord, le premier point sur lequel on est d'accord, c'est que ça fait beaucoup trop longtemps que la droite n'a pas mené une politique de droite. Et je pense que c'est la source même de son mal. Et que dans le jugement parfois très dur porté par les Français sur ce qu'on fait, le reproche qui est fait, c'est pas que la droite en dise trop, c'est qu'elle n'en fait pas assez quand elle est aux responsabilités et qu'elle trahit systématiquement ses valeurs et ses convictions. Ma détermination à moi, c'est de reconstruire une droite qui soit vraiment de droite, ce qui visiblement urtique un certain nombre de personnes. Vous avez vu d'ailleurs que je ne lâche rien dessus. C'est-à-dire que sur les valeurs et les convictions qui sont les miennes, je n'ai pas cherché à faire de la colonne vertébrale élastique ou donner des gages aux uns et aux autres. Par contre, j'ai une conviction, je sais qu'on n'a pas la même, c'est qu'on peut rassembler sans se renier. Que le capitaine peut avoir un cap qui soit très clair, mais que sur le bateau, il faut un équipage avec des qualités différentes. Et vous avez fait référence à une période qui est pour moi la période de référence. Oui, moi j'aimais cette politique des années 80 et de la première moitié des années 90, où il y avait au sein de la famille des gaullistes des personnalités différentes, fortes. Vous aviez des Pasqua, vous aviez des Séguin, même. Et vous aviez des gens comme Madelin, qui au fond incarnaient des choses, avec des tripes, du caractère, de l'aspérité, ce que j'aime. La politique sabre au clair avec du souffle, et où on part à l'assaut du fortin. Moi, c'est ça que j'aime. Et je pense qu'au milieu des années 90, le choix qui a été fait, c'est de rassembler, mais sur le plus petit dénominateur commun. Ne plus rien dire tellement on a eu peur de ce que M. Nolot disait, les divisions. Pardonnez-moi, je vous interromps 30 secondes. C'est pas sur le plus petit dénominateur commun. On a rassemblé sur les valeurs du centre droit et de l'UDF. Pour les plus vieux connaissent. On peut le dire comme ça. Au fond, le rassemblement de la droite et du centre, c'est devenu le rassemblement du centre et du centre. Exactement. Non, mais moi, je veux qu'on redonne... je suis pas du tout d'accord. Je sais que t'es pas d'accord, mais... Éric, c'est comme ça qu'il a gagné la région en 2015. Non, pas du tout. Il a gagné sur une ligne de droite. Bien sûr, j'ai gagné mon élection. En s'alliant avec le centre. C'est bien le nom de votre liste. J'ai gagné sur quoi? Et c'est tout ce que j'essaye de faire. Ils viennent toujours les centristes quand il y a des postes. Mais oui, mais c'est la vérité, vous savez très bien. Je n'avais pas dit non. Je n'avais pas dit non. Non, ce sera gardé. Non, justement. Je ne suis pas d'accord avec ça. Je pense qu'il peut y avoir à la fois un cap clair, une ligne qui soit claire, sans qu'on ait pour autant des clones autour de soi. Et ça a marché à certaines époques de notre famille politique.
Ça existait dans les années 80 et dans les années 90, où on avait ces personnalités différentes qui étaient toutes ensemble. De Gaulle avait aux côtés de lui à la fois Malraux et Pinet. Et il n'y avait pas de doute sur ce qu'était le cas. Moi, ce qui me gêne, et je pense que c'est ce qui a abouti à faire le naufrage, c'est quand on a donné le sentiment au niveau du capitaine, de la direction, de faire un coup à bâbord, un coup à tribord. Moi, je suis très clair, je vais à tribord. Je suis très clair, je suis de droite. Et je ne vais pas, ni pour plaire à M. Nolot, ni à qui que ce soit. Je suis déçu. Je vais devoir vivre avec ça. Honnêtement, vous n'êtes pas mon cœur de sélection, vous n'êtes pas mon type. Je l'espère pour vous. Je l'espère pour vous. Je confirme. Mais après, il a beaucoup de chance. Ouais, mais c'est très affectif. Cette interview est très affective, je trouve. Non, parce que ce que je respecte, c'est l'homme sincère et de conviction. Moi, j'ai toujours du respect pour ça. Tout le reste me plaît pas. Ce qui m'empêche pas de pas être d'accord avec vous. Est-ce que je peux vous expliquer pourquoi? Bien sûr. Je vais vous expliquer pourquoi. Je pense que c'est la vraie clé de lecture des réactions de Pécresse ou de Bertrand. C'est qu'ils estiment, et à mon avis à juste titre, que le discours que vous tenez, c'est parfait pour prendre le parti. Vous allez être élu, il n'y a pas de suspense. Mais ça ne marchera pas pour prendre la présidence de la République. Ça ne marchera pas parce qu'en effet, vous n'aurez pas les voix du centre, vous êtes très répulsif, si vous me permettez ce mot. Pour les voix si, quand même. Et qu'en plus, vous n'arriverez pas à mordre sur l'électorat du Front National parce qu'on ne lui fera pas 2 fois le coup au Front National. Alors, ça, on va en parler. Sarkozy a réussi à siphonner une fois les voix. Le FN a vu que c'est pas la politique qu'il voulait, donc les électeurs du Front National. Si je peux me permettre, là pour une fois, il dit des choses. Voilà, vous restez dans leur camp. Les centristes ne vous rejoindront pas et vous vous retrouverez avec à peine de quoi vous qualifier pour le 2e tour si vous y arrivez. Alors, et à mon avis, c'est ça le vrai débat. Vous me permettez juste de répondre 2 secondes à chaque point. D'abord, je pense que les Français ne veulent plus des gens qui disent l'inverse de ce qu'ils pensent et disent à chacun ce qu'il a envie d'entendre. J'ai été élu dans ma région. Mon département est le seul département de France où le Front National a reculé. Les gens qui ont voté pour moi ne partageaient pas nécessairement toutes mes convictions. Mais au moins, ils se disaient, lui, on voit où il veut aller. Il n'y a pas de choses dissimulées, c'est clair. Je préfère ça. Deuxièmement, est-ce que je réussis à rassembler le centre? Pardon, oui, j'y arrive. Dans ma région, je gère avec le centre. Tout le monde a pronostiqué que notre majorité éclaterait. Notre majorité fonctionne très bien. Est-ce que pour autant, je ne mène pas une politique qui est à droite? Bien évidemment que je mène une politique qui est à droite et peut-être qu'on en discutera au niveau régional et au niveau national, c'est pas tout à fait. Troisièmement, je pense que vous avez tort là-dessus parce que c'est précisément parce que trop d'élus ont un discours ici qui n'est pas le même que celui qu'ils tiennent sur le terrain que ça ne marche pas. Moi, j'ai le même sur le terrain et le même à Paris. Troisièmement, sur le Front National, il y a une dimension que vous n'avez pas intégrée. C'est que je pense que les électeurs du Front National ont ouvert les yeux au moment du 2e tour de la présidentielle. Ils ont vu que Marine Le Pen n'était pas au niveau, qu'elle était dans l'agressivité et qu'à chaque fois qu'ils votaient pour elle, ils se retrouvent avec une politique qui était l'inverse de ce qu'ils voulaient. Chez une nouvelle génération. J'ai tiré les leçons des erreurs. Je veux précisément montrer par la clarté et la constance de ce que je défends que cette fois-ci, il n'y aura pas de reculade et de lâcheté. Je voudrais finir par un dernier point. Pourquoi tant de haine de certains? Parce que précisément, je pense que ce qui les gêne, c'est que, pur produit du système, ils voudraient que je dise exactement la même chose qu'eux. Et ce qui les dérange, c'est que j'ai décidé de refuser de me soumettre. Je pense que M. Zemmour a connu ça aussi. Et que Éric Zemmour, de la même manière, quand il dit un certain nombre de choses, lui qui ne peut pas être suspect d'être un imbécile et qui a suffisamment réfléchi, il dérange. Parce qu'on ne peut pas l'attaquer sur ce qu'est son analyse, et en revanche, ce qu'il dit les gêne profondément. Mais vous je pense que dans votre futur gouvernement, parce que je suis un peu troublé par votre engagement. Beaucoup trop incontrôlable. Alors là, c'est hors de question. C'est pas moi qui vous contredirai là-dessus. Juste, ce qui me frappe, c'est qu'en France, vous avez un certain nombre d'élus qui ont décidé de ne plus dire la vérité. On ne dit plus la vérité sur le déclassement des classes moyennes, on ne dit pas la vérité sur la montée du communautarisme, on s'aveugle sur la violence de l'islamisme et la façon dont il se répand progressivement dans nos quartiers, et on ne dit plus rien. Et il faut surtout avoir le discours le plus aseptisé. Ben, j'ai pas fait ce choix. Et si ça génère autant d'anticorps de la part de certains, c'est parce que je n'ai pas fait ce choix. On ne me dicte plus ce que je pense ou ce que j'ai le droit de dire. Alors, deuxième question. Parmi les ténors de la droite balayés la saison dernière, quel est celui qui vous manque le plus? Est-ce que c'est Nicolas Sarkozy? Est-ce que c'est François Fillon? Est-ce que c'est Alain Juppé ou Jean-Frédéric Poisson? Ou NKM? C'est incontestablement Jean-Frédéric Poisson. C'est NKM. Il nous manque à tous. Alors, troisième question. Si vous devenez président des Républicains, et c'est là où tu vas pouvoir donner tout, vous allez pouvoir donner toute la puissance. Quelle est la chose que vous ne ferez jamais? Remplacer Édouard Philippe au prochain remaniement, vous rapprocher de Marine Le Pen pour créer une droite forte ou organiser une primaire pour 2022.
Ce que vous ne ferez jamais. Alors, le 1 et le 2. Ah. Le 1 d'abord, parce que je pense que c'est avis de tempête pour les girouettes. Je déteste ce qu'ils incarnent. Ce qu'ils incarnent pour moi... C'est pas une politique de droite pour vous, Édouard Philippe? Une politique de droite, c'est pas une politique qui abandonne les classes moyennes. Une politique de droite, c'est pas une politique qui ne fait aucune économie sur la dépense publique. Une politique de droite, pour moi, c'est pas celle qui traite les 1% des plus riches en abandonnant tout le reste des Français. Ça, c'est pas ma droite. C'est pas ma droite à moi. C'est peut-être la politique de Macron, celle que vous avez dit, une politique d'ultra-mondialisation. C'est pas la droite que je veux porter. Et de ce point de vue, moi, ce que j'aime en politique, c'est quand on assume ses idées. J'aime pas les gens qui se vendent. Vous détestez ce qu'ils incarnent, vous l'avez dit ça. Oui, je considère que c'est les tristes cires de la politique. Monsieur Wauquiez, ils ne se vendent pas, ils pensent la même chose, donc ils gouvernent ensemble. Moi, franchement, je trouve ça sain. Monsieur Nolot, moi je propose un sujet très simple. On leur dit, écoutez les amis, c'est fini tous les postes ministériels. Vous n'êtes plus Premier ministre, vous n'êtes plus ministre, vous n'êtes plus député. Vous devenez juste militante de base de En Marche. Vous pensez un seul instant qu'ils font la même chose? Vous ne pensez pas qu'ils y sont allés juste pourquoi? Pour occuper les postes de pouvoir? Non, c'est trop réducteur. Non, c'est trop réducteur. C'est à la fois vrai et à la fois trop. C'est limite. Non, mais c'est à la fois vrai ce que vous dites, évidemment. C'est tout le monde voit bien qu'on y est allé parce qu'on a mis la gamelle de soupe. Tout ça, on est d'accord. Ce que Seguin disait très bien. Ils viennent pour faire cuire leur petite soupe dans leur petit coin pour leurs petits appétits. De tous les gouvernements, de toutes les époques. Mais il n'y a pas que ça. Mais il n'y a pas que ça. Non, mais il n'y a pas que ça, Laurent Wauquiez. Excusez-moi. Il y a ça. Vous avez tout à fait raison. Mais il n'y a pas que ça, comme toujours. En politique, vous savez bien qu'il y a toujours de l'ambition et une part de sincérité. Vous le savez très bien. Et en l'occurrence, moi, j'ai toujours dit ici, mais je suis sûr que vous serez d'accord, Macron, c'est Juppé en jeune. Donc quand on soutient Juppé, vous savez très bien que c'est inéluctable de soutenir Macron. Aujourd'hui, autour de Macron, autour de Édouard Philippe, il n'y a que des technos, et vous les connaissez très bien. C'est des technos qui viennent de Raffarin et de Juppé. Vous savez très bien que c'est eux qui ont le pouvoir aujourd'hui. C'est eux qui gouvernent la France. C'est comme si Juppé avait gagné l'élection présidentielle pour la technocratie. Maintenant, là où, d'après moi, vous faites une erreur tragique, c'est que vous avez cité Musset tout à l'heure. Moi, je voudrais vous citer un autre écrivain. Vous connaissez Cadaret et vous connaissez ce grand livre, Le général de l'armée morte. Vous connaissez l'histoire. C'est un général italien qui revient 20 ans après la Seconde Guerre mondiale en Albanie pour chercher les restes de son armée morte. Le général de l'armée morte, c'est vous. C'est-à-dire que vous revenez après les guerres sarkozystes et chiraciennes, vous reprenez une armée morte, et c'est une guerre en plus qui n'a plus lieu d'être, parce que ce que fait le gouvernement Macron, que ça soit sur la réforme du droit du travail, mais aussi sur la réduction des dotations aux collectivités locales, vous savez très bien qu'il y avait ça dans le programme de Fillon, et même, je sais que je vais vous agacer, même la fausse vraie sortie de l'état d'urgence. La droite aurait fait exactement la même chose. Et vous le savez mieux que moi. Exactement la même chose. Imaginez Fillon à la place ou Juppé, encore mieux, il aurait fait, mais au mot près, tout ce que fait Macron. Donc il n'y a plus de différence. Et d'ailleurs, vous vous souvenez, pendant la législative, Valérie Pécresse, dont on admire tous le sens politique, avait dit la différence entre nous et le gouvernement, c'est l'augmentation de la CSG et pas de la TVA. Tu parles d'un conflit de société, de civilisation même. Et là, si vous voulez, et c'est pour ça, j'en finis, je vous laisse répondre, c'est pour ça que, selon moi, vous êtes coincés. Soit vous faites cette droite-là, et Philippe et compagnie ont raison, c'est ce que fait Macron. Soit vous ne faites pas cette droite-là, et là, ça vous oblige à sortir du rail, c'est-à-dire à faire une politique vraiment de droite, comme on n'en a plus vu depuis 30 ans. C'est-à-dire que le programme de 90 du RPR, qui n'a jamais été appliqué, et qui, lui, était vraiment une rupture. Nation, immigration, souveraineté. Exactement. Pardon, oui, excusez-moi. J'oublie, parce que comme il le sait comme moi, donc effectivement, j'oublie les téléspectateurs. Pardonnez-moi. J'ai 42 ans. Vous les faites pas? Et je n'ai... C'est gentil. Ça veut dire que vous faites plus vieux, faites gaffe. Non, ça peut être tout à fait plus dans notre sens, monsieur Zemmour. Ça a l'air de mieux marcher avec Anaïs. Du cynisme. Je confirme. J'ai 42 ans et je n'ai aucune intention de faire le général d'une armée morte. Moi, mes héros, c'est plutôt Achille et Aîné. Mes héros, c'est plutôt les généraux du consulat. Et je pense que ce qu'on va faire... Ils étaient morts à 30 ans, vous savez. Et très bien. Et très bien. Du moment qu'on est allé au bout de son idéal. Je préfère cela. Et je n'ai aucune intention de venir sur des vestiges. Je sais très bien que j'ai une nouvelle page à écrire. Je sais très bien qu'on doit refonder la pensée de la droite. Mais ça, c'est trop facile. Non, je ne crois pas. Vous ne pouvez pas dire
je vais après moi, avant moi le déluge, Non, si c'est j'ose pas ce dire. que je veux dire. Et moi, je refais tout, et c'est la table rase, et je suis en 89, et je refais tout. Ça marche, vous savez bien que c'est faux. C'est pas du tout ce que je suis en train de vous dire. Et vous savez à quel point je suis attaché à la permanence pour ne pas être sur un discours qui est juste celui de la table rase. Je pense seulement qu'aujourd'hui, la droite est devenue illisible à force de vouloir tout brasser, tout et son contraire. Je veux lui redonner sa lisibilité. Et croyez-moi, je vais le faire. C'est-à-dire, je n'ai aucune intention de revenir avec un programme qui soit un programme aseptisé sur les questions du régalien, sur les questions de la lutte contre le communautarisme, sur les questions de la défense de la culture. Vous m'interrogez sur la défense. Je vous attends. Ils vont dire, vous faites la politique du Front National et vous allez vous coucher comme les autres. Comme Sarkozy s'est couché, comme Chirac s'est couché. Monsieur Zemmour. Puisque vous avez commencé par le rassemblement. D'abord, la première, vous m'intéressez, vous m'interrogez sur la différence par rapport à Emmanuel Macron. D'abord, il y a une profonde différence sur ce que doit être l'avenir de la France, y compris sur le plan économique. Et pour moi, il y a des sujets sur lesquels nos deux visions sont irréconciliables. Quand Emmanuel Macron explique qu'il n'y a pas de culture française. Quand son approche est notamment à Marseille, où il l'a décliné avec une limpidité totale. Je trouve que la phrase tronquée trahit un peu la pensée. Non, je pense sincèrement, malheureusement, que Marseille, sa vous vision... parlez du meeting où il a... Bien sûr, je pense que... Et d'ailleurs, il l'a confirmé à Marseille. Qui composaient Il l'Assemblée. l'a confirmé à Marseille. Il n'a pas tort, là. Il n'a pas tort. Il l'a confirmé à Marseille. Et dans son discours à Marseille, il est sur un discours qui consiste juste à dire la France est une juxtaposition de communautés. On a une profonde différence sur cette question. Et d'ailleurs, il est parfaitement silencieux sur tous ces sujets depuis son élection. Rien sur la laïcité, rien sur le multiculturalisme. Même le ministre de l'Éducation nationale, qui est pourtant quelqu'un d'estimable, est extrêmement silencieux.